Le Wall Street Journal a dit très clairement que la Chine avait remporté la première manche des guerres tarifaires. Ainsi, Apple en paiera le prix. Cela entraînerait une certaine perte d'emploi dans les exportations chinoises, en particulier vers les États-Unis. Mais la Chine dispose d'une grande marge de manœuvre interne. Le taux de croissance de l'économie américaine depuis 2007 est bien en dessous de sa moyenne historique, et les États-Unis ont donc commencé à se retourner contre la mondialisation. Trump en est l'expression la plus spectaculaire, notamment à travers ses annonces cette année. Mais ce n'est pas un processus qui a commencé là, car la Chine doit se prémunir du risque du point de vue de ce qui se passe avec les États-Unis. Mais elle ne change pas son système fondamental. Le système domestique fondamental reste, à mon avis, conforme à Marx. Cela reprécise la plus sociale de l'économie. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez notre émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est d'aimer, de partager et de commenter. Consultez aussi notre page Substack où nous proposons des analyses approfondies. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, John Ross. John est un chroniqueur primé dont le travail porte principalement sur la Chine. Il est l'auteur de The Great Chess Game. Son étude de 1992 avait correctement prédit l'essor économique de la Chine face aux échecs des réformes de thérapie de choc en Europe de l'Est. Avec près d'1 million d'abonnés sur Weibo et plus de 200 articles majeurs publiés, John est une voix importante sur la Chine. John, bienvenue dans India and Global Left. John, welcome to India and Global Left. News Erfalethi. I've been waiting to have this conversation on China. J'attendais d'avoir cette conversation sur la Chine, mais peut-être devrions-nous commencer par entendre votre avis sur l'embargo tarifaire. Il a été lancé avec 3 grands objectifs. Ramener les industries aux États-Unis, ce que même des gestionnaires de fonds spéculatifs comme Ken Griffin jugent désormais peu raisonnable. Ensuite, compenser les baisses d'impôts grâce aux recettes des droits de douane. Et troisièmement, ce qui me semble le plus important, contenir la Chine. Je suis curieux de savoir comment vous percevez cette guerre économique dans son ensemble. Eh bien, il y a 2 aspects à cela. D'une part, il s'agit d'une tentative des États-Unis d'imposer un tout nouveau système commercial au monde. Je veux dire, ce n'est pas seulement une question concernant la Chine. C'est dirigé contre la Chine. Mais pour y parvenir, cela introduira un système commercial dans lequel les États-Unis auront un pouvoir arbitraire et unilatéral. Jusqu'à présent, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu toute une série de vagues de mondialisation, mais celles-ci ont été réalisées par le biais d'accords multilatéraux. À l'origine, il y a eu l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui a été rédigé par les États-Unis, puis la création de l'Organisation mondiale du commerce. Maintenant, ce système est loin d'être parfait. Il comporte toutes sortes de problèmes. Mais néanmoins, il s'agissait d'un accord négocié multilatéralement. Ce que Trump essaie de faire, c'est créer une situation dans laquelle les États-Unis établissent arbitrairement toutes les règles qu'ils souhaitent, imposent unilatéralement des droits de douane à un pays, les modifient s'ils n'aiment pas le résultat, etc.
Cela retire ainsi tout pouvoir de négociation ou pouvoir de négociation multilatérale aux autres pays. Ce n'est donc plus un système commercial international négocié. Ce serait un système imposé unilatéralement et dans lequel on ne respecte même pas les règles. Par exemple, sous la précédente présidence de Trump, les États-Unis ont introduit une nouvelle forme d'accord commercial entre le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, que Trump a ensuite tout simplement déchiré unilatéralement. C'est donc en réalité une menace pour chaque pays dans le monde. Et c'est pourquoi je suis heureux de voir qu'un grand nombre de pays refusent d'y adhérer, pas seulement la Chine. D'accord. Voilà le premier point. C'est une très grande menace pour tous les pays, et c'est pour cela que plusieurs pays qui n'ont pas forcément les meilleures relations avec la Chine considèrent cela comme une menace. Le deuxième point, c'est que cela ne va pas fonctionner. Trump ne comprend vraiment pas comment fonctionne le commerce international, car la balance commerciale d'un pays, ou, pour être précis, la balance des paiements d'un pays, reflète simplement la quantité de capitaux qu'il importe. Avec le signe inversé, cela signifie qu'un déficit de la balance des paiements pour un pays correspond à une importation de capitaux. Ainsi, le grand déficit de la balance des paiements des États-Unis signifie qu'ils importent des capitaux depuis longtemps, ce qui a financé la croissance américaine. Ce n'est pas généralement connu, et c'est un fait assez surprenant, mais c'est vrai. À l'heure actuelle, les États-Unis, qui sont le premier pays capitaliste du monde, ne produisent presque aucun capital en termes nets. Je veux dire, 0,8% du PIB, c'est une fois la dépréciation déduite. Donc ce que Trump fait réellement en essayant d'éliminer le déficit de la balance commerciale, c'est d'empêcher l'importation de capitaux aux États-Unis. Mais si cela devait arriver, alors l'économie américaine ralentirait considérablement. Et puis troisièmement, bien sûr c'est une grave erreur d'appréciation du point de vue de la situation avec la Chine, car la Chine est le plus grand exportateur mondial. Et maintenant, vous savez, moins de 20% des exportations chinoises vont vers les États-Unis. Donc cela ne va pas vraiment stopper l'économie chinoise. Par conséquent, le résultat est que ce qui s'est passé, c'est que Trump a semé la pagaille sur les marchés financiers américains. Je veux dire, après avoir déclaré le 2 avril que c'était l'un des jours les plus importants de l'histoire américaine, c'est littéralement ce qu'il a dit, il a ensuite abandonné les tarifs réciproques contre tout le monde, sauf la Chine, environ 3 ou 4 jours plus tard. Puis, il a abandonné un certain nombre de tarifs contre la Chine, et la situation est devenue chaotique. Pourquoi? Parce qu'il y avait un risque que les marchés financiers américains deviennent incontrôlables. Le taux de change du dollar a franchi le plancher dans lequel il évoluait depuis 3 ans. Les marchés obligataires américains ont grimpé très rapidement et Trump n'avait d'autre choix que d'assister à un énorme crash des marchés financiers américains ou de battre en retraite tactiquement. Il a donc décidé de faire une retraite tactique, mais du coup, la situation est incohérente et personne ne sait vraiment ce qui se passe, vraiment ce que Trump a fait. Il a lancé un plan très mal réfléchi et très dangereux qui s'est maintenant retourné contre lui. Je veux dire, croyez-moi sur parole. Le Wall Street Journal a d'ailleurs dit très clairement que la Chine avait remporté la première manche de la guerre des tarifs. Ce n'est que la première manche, mais c'est l'avis général, et il se trouve qu'il est correct. Pour ramener les marchés financiers américains sous contrôle, Trump a dû abandonner une grande partie des tarifs qu'il avait annoncés le 2 avril. Il y a beaucoup de spéculation concernant la hausse des rendements sur le marché obligataire.
Je veux dire, l'une des discussions porte sur le fait que de grands acteurs financiers du marché londonien se débarrassent massivement de ces obligations libellées en dollars, ce qui entraîne une hausse des rendements. Mais une autre spéculation suggère que les Chinois, principalement les banques centrales, vendent une grande partie de leurs avoirs en bons du Trésor américain. Avez-vous une idée de ce qui se passe à Pékin à ce sujet? Utilisent-ils leurs leviers financiers ou exportent-ils des capitaux depuis la Chine pour contrer cela ou se défendre contre cette attaque? Je ne dispose d'aucune information privilégiée, mais je pense que c'est tout ce que vous avez mentionné. Ce que vous observez, c'est une forte baisse du prix des actifs américains. Je veux dire, le dollar a baissé, son indice pondéré en fonction des échanges est maintenant en baisse de 10% par rapport à son sommet, ce qui signifie que vous subirez une perte si vous avez acheté près du sommet. Les rendements obligataires augmentent, ce qui signifie que les obligations du Trésor baissent, et le marché boursier a chuté de 10%. À un moment donné, l'ajustement a même atteint son pire niveau, à moins 19% par rapport à son sommet. Il a légèrement remonté après le repli tactique de Trump, donc il est maintenant en baisse de 10%. Cela signifie donc que toute personne détenant des actifs américains a perdu de l'argent. Dans ces circonstances, je pense qu'un très grand nombre de personnes essayent de sortir leur argent des États-Unis. Je veux dire, il y a également eu des rapports concernant le Japon qui feraient de même, ainsi que d'autres pays. Je ne vois aucun signe particulier indiquant que la Chine mène une attaque spécifique contre les États-Unis. Mais toute personne détenant des actifs libellés en dollars américains ou des actifs américains, face à une telle chute des prix, va vouloir réfléchir à la manière de retirer son argent. C'est donc cela qui crée la situation actuelle. Et c'est pourquoi, afin de maîtriser la situation, Trump a dû faire un repli partiel. Le problème, bien sûr, c'est que ce repli partiel ne dure que 90 jours. Nous devrons donc voir ce qui se passera à la fin de ces 90 jours, et tout le processus pourrait alors recommencer. De plus, l'économie américaine va de toute façon ralentir cette année, même si nous n'avions pas eu les droits de douane, car le taux de croissance à long terme des États-Unis est de 2,1% ou 2,2%, selon que l'on prenne la moyenne sur 10 ans ou sur 20 ans. Depuis quelques années, en raison de la reprise après le Covid, la croissance était de 2,8% ou 2,9%, donc supérieure à la tendance. Donc, de toute façon, la croissance allait ralentir, simplement pour revenir à son taux de croissance moyen à long terme. Et les droits de douane ont aggravé la situation. C'est donc un autre aspect négatif de la situation. L'économie américaine va ralentir. Et si la Chine atteint son objectif de croissance cette année de 5%, l'écart de croissance entre la Chine et les États-Unis va s'élargir. Donc, la situation sur les marchés américains n'est pas très bonne. Si l'on regarde les marchés boursiers, ces dernières années, le S&P 500 a surperformé les marchés boursiers d'autres pays. Cette année, il est en dessous de leur performance. Il y a donc toute une série de raisons pour lesquelles on ne voudrait pas détenir d'actifs américains en ce moment. Vous avez mentionné que le Wall Street Journal affirme que la Chine a remporté la première manche de la bataille. Et je pense qu'il est important de discuter un peu de la force de l'économie chinoise. Je veux dire, évidemment, la Chine est dans une meilleure situation en ce qui concerne les marchés de capitaux. Elle ne dépend pas de l'emprunt international. C'était déjà vrai dans les années 90. Dans les années 90 et 2000 au moins, elle dépendait fortement des investissements directs étrangers, qui ne venaient d'ailleurs pas tous de l'Occident, ce qui est très important, car beaucoup provenaient d'Asie de l'Est.
Taïwan, Chine, Singapour, Japon, etc. Mais elle dépend de l'exportation de ces biens manufacturés. Pouvez-vous parler de la résilience et même des vulnérabilités de l'économie chinoise dans l'éventualité de cet embargo prolongé? Eh bien, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs éléments. Essayons de diviser les exportations commerciales de la Chine en différentes catégories. Les États-Unis, la dernière fois que j'ai consulté les données, c'était environ 16%. C'est agaçant. C'est pas bon. Pour la Chine, cela signifierait une certaine perte d'emploi dans ses exportations, en particulier vers les États-Unis. Mais la Chine dispose de beaucoup de marge de manœuvre interne pour gérer cela. Elle peut subventionner directement les entreprises, compenser leurs pertes, les aider à compenser la différence sur les marchés d'exportation. Donc ce n'est pas idéal, mais cela ne va pas causer de problèmes catastrophiques pour l'économie chinoise. Ensuite, la question suivante concerne, appelons-les les pays du Nord global, qui ne sont pas les États-Unis. L'Europe est le plus important, mais il y en a quelques autres comme le Japon, etc. Eh bien, ils ne veulent pas vraiment suivre les États-Unis, car ils se retrouveraient alors dans une situation où ils seraient soumis à des règles arbitraires. Pour l'instant, ils bénéficient d'une certaine protection de la part de l'Organisation mondiale du commerce. Il est vrai, les États-Unis ont tenté de saboter l'Organisation mondiale du commerce autant que possible en n'y nommant pas de juge. Donc c'est une défense partielle. Mais il existe au moins un système. Si les États-Unis peuvent fixer les règles seuls, alors les autres sont soumis aux caprices des États-Unis. Dans le cas de Trump, vous savez, il pourrait décider d'imposer un tarif un matin et se réveiller le lendemain dans un autre état d'esprit et supprimer ce tarif. Je veux dire, ils n'ont aucune protection. Ce qu'on entend maintenant, d'après les médias, c'est qu'ils insistent sur le fait qu'il vaut mieux conclure un bon accord qu'un accord rapide. C'est la phrase que je vois revenir. Eh bien, d'accord, mais qu'est-ce que cela signifie? Cela veut vraiment dire qu'ils ne veulent pas... Vous savez, Trump est une personne très sensible. Ils pensent probablement qu'ils vont devoir flatter son ego un peu, mais ils ne veulent pas vraiment se retrouver dans une situation où les règles arbitraires sont contrôlées par les États-Unis. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler le Nord global, qui est aligné pour des raisons politiques, et le Sud global, par lequel j'entends les pays qui ne sont pas des pays avancés, ou qui, néanmoins, n'ont pas de très bonnes relations avec les États-Unis, ou qui sont fortement dépendants de la Chine. Le plus grand d'entre eux est bien sûr la Russie, qui à l'heure actuelle n'a certainement pas de bonnes relations avec les États-Unis. Il y en a d'autres, le Chili par exemple. Le Chili n'a pas de mauvaises relations avec les États-Unis, mais il dépend fortement du commerce avec la Chine et ne veut pas se fâcher avec elle. La Chine a clairement indiqué que si vous concluez un accord avec les États-Unis pour frapper les exportations chinoises vers votre pays, alors la Chine ripostera. Ainsi, un pays qui dépend fortement du commerce avec la Chine ne souhaite certainement pas entrer en conflit avec elle. Ensuite, il y a les pays en développement qui, soit dit en passant, représentent désormais environ 40% du commerce de la Chine. Ils ne veulent certainement pas de dispute avec la Chine, car la Chine est leur principal partenaire commercial. Donc l'influence directe des États-Unis n'est pas vraiment très grande. Je ne veux pas dire que ça n'aura aucun impact sur la Chine, mais ce n'est tout simplement pas assez important pour avoir un impact significatif sur le pays. La seule question serait de savoir si tous les autres grands pays permettraient aux États-Unis de se retrouver dans une situation où ils fixeraient unilatéralement les règles du commerce international. Mais ce n'est pas dans leur intérêt, et jusqu'à présent, ils ne montrent pas vraiment de signe de vouloir s'y conformer non plus. Donc cela crée certains problèmes pour la Chine, mais pas des problèmes majeurs. Ça ne crée pas un problème incontrôlable pour la Chine.
Là où ça causera probablement plus de dégâts, c'est aux États-Unis, à cause de la situation des importations en provenance de Chine. Puisque les États-Unis imposent des sanctions technologiques strictes à la Chine n'importe en réalité pas beaucoup d'autres choses qu'ils pourraient obtenir que Zoas Bailey. Elle en importe un peu, et la Chine a assoupli puis réduit ses droits de douane sur certaines importations essentielles en provenance des États-Unis. Mais dans la plupart des cas, comme de nombreuses institutions internationales l'ont souligné, la Chine importe principalement des produits des États-Unis qu'elle peut acheter ailleurs. Donc elle les achètera ailleurs. Alors que les États-Unis importent de Chine des produits qu'ils ne peuvent pas obtenir ailleurs, ce qui découle du fait que la Chine est bien sûr de loin le plus grand producteur manufacturier au monde. En réalité, l'impact risque donc d'être plus douloureux à court terme pour les États-Unis que pour la Chine. En ce qui concerne les importations, il existe certains produits agricoles qui peuvent être facilement remplacés. Ensuite, du côté industriel, il y a les fameux semi-conducteurs de haute technologie qui font actuellement l'objet de nombreux débats. Aujourd'hui, Bloomberg a publié un long rapport sur Huawei qui avait d'abord été interdit et en avait énormément souffert, mais qui au fil des années a considérablement développé son marché intérieur grâce à son nouveau système d'exploitation et à son intégration avec les voitures électriques, l'électroménager et les téléphones mobiles. L'entreprise a récemment signé un partenariat avec BMW. Il se pourrait que, tout comme Huawei s'est développé en raison des restrictions qui lui ont été imposées, il en soit de même pour d'autres entreprises qui dépendent d'importations critiques, comme les semi-conducteurs. Companies that rely on critical imports like semiconductor. I guess on this, my question is. Je suppose que ma question est la suivante. Avez-vous une idée de l'attitude des entreprises comme Apple, par exemple, qui dépendent fortement via Foxconn de la production chinoise face à cet embargo commercial total? Bien sûr, nous voyons des déclarations selon lesquelles elles prévoient désormais de déplacer ou de transférer entièrement leur production en Inde d'ici 2026. Elles en parlent depuis un certain temps, cependant. Quelle est leur attitude? Que pensez-vous de ces secteurs de la classe des affaires américaines? Eh bien, selon le rapport, il ne s'agit pas pour Apple de transférer toute sa production d'iPhone de la Chine vers l'Inde. Il s'agit de déplacer la partie qui est exportée vers les États-Unis de la Chine vers l'Inde. Cela n'affectera pas le reste. Oui, ils devront la diviser, parce que le problème, c'est que l'Inde, qui est le seul endroit où l'on pourrait faire cela à très grande échelle, ou des pays comme le Vietnam, ne sont tout simplement pas aussi efficaces comme centre de production comparé à la Chine. Cela signifie qu'Apple devra payer un prix plus élevé pour ses produits et qu'elle aura un système moins fiable parce que la Chine dispose d'une infrastructure bien supérieure à celle de l'Inde ou du Vietnam et d'une main-d'œuvre bien plus qualifiée. Je veux dire, Tim Cook l'a très bien expliqué. Il a expliqué qu'Apple ne produit plus fondamentalement en Chine à cause des bas salaires. Ce ne sont pas les bas salaires, je suis heureux de le dire. C'est parce que, comme il l'a dit, si vous regardez les ingénieurs dont ils ont besoin, les ingénieurs de production, il a dit, nous pourrions probablement les réunir dans une seule pièce aux États-Unis, alors qu'en Chine, nous pouvons remplir un stade de football. Et donc, je peux résoudre les problèmes beaucoup plus facilement en Chine. Donc Apple devra en payer le prix. Ce que je pense qui va se passer, c'est que cela va accentuer la bifurcation qui a lieu actuellement dans l'économie mondiale. Ce que je veux dire, c'est que si vous regardez le processus de mondialisation, le monde n'est pas en train de se démondialiser. Si vous regardez le niveau des échanges commerciaux en pourcentage du PIB mondial, la majorité du PIB mondial s'arrête.
Ce qui se passe, c'est que les États-Unis choisissent de se retirer de la mondialisation. Vous allez donc avoir deux choses. Vous allez avoir une économie mondiale à grande vitesse, dont le noyau sera la Chine et les grands pays en développement. Car l'Inde connaît une croissance rapide, mais ce n'est pas le seul pays en développement à croître rapidement. L'Indonésie connaît une croissance rapide, le Vietnam connaît une croissance rapide, le Bangladesh connaît une croissance rapide, etc. Et la Chine est la plus grande, mais ce n'est pas la seule. Donc, vous avez une voie rapide, composée de la Chine et des pays du Sud global qui veulent croître rapidement et n'ont aucune intention de se démondialiser. Et les États-Unis, qui choisissent de se retirer de cette situation, vont se retrouver sur une voie lente et vont aussi prendre du retard sur le plan technologique. C'est absurde. Le reste du monde passe aux véhicules électriques et les États-Unis abandonnent vraiment la production de véhicules électriques pour revenir aux voitures gourmandes en essence. Eh bien, cela rend l'exportation impossible et ce sera en fait négatif à l'intérieur des États-Unis. Et puis l'Europe se retrouve un peu prise dans un bourbier, car économiquement, il serait bien plus avantageux de s'allier avec les pays du Sud global et d'adopter des politiques plus sensées. Mais elle s'est subordonnée politiquement aux États-Unis. Cela a créé d'énormes problèmes en Europe. Je veux dire, vous savez, la situation en Europe est très mauvaise. Qu'a-t-elle? C'est une puissance économique, mais l'Allemagne ne connaît pratiquement pas de croissance. La prévision pour cette année est de 0% de croissance. Pourquoi? Parce que son approvisionnement en énergie bon marché venant de Russie a été coupé à cause de l'expansion de l'OTAN et de la création de la guerre en Ukraine. Donc, le prix de l'énergie en Allemagne a explosé. L'un de ses plus grands marchés d'exportation est la Chine, avec laquelle les États-Unis souhaitent entretenir de mauvaises relations. Ainsi, l'Europe connaît une croissance lente, une inflation relativement élevée et une grande guerre. C'est une situation absolument terrible du point de vue de l'Europe. Les intérêts économiques de l'Europe seraient donc de rétablir de bonnes relations avec la Chine, ce qui semble être l'une des pressions qui s'exercent sur elle, et elle agit en ce sens. Par exemple, il semble y avoir une rediscussion pour abandonner l'idée d'imposer des droits de douane sur les importations de véhicules électriques chinois et, à la place, demander à la Chine de fixer un prix minimum. Bon, d'accord. Cela signifie que si, disons, un véhicule électrique coûte 15 000 $ en Chine et 30 000 $ en Europe, si les Européens sont prêts ou souhaitent avoir des voitures plus chères, c'est secure. C'est bien, mais ils semblent vouloir faire cela plutôt que d'emprunter la voie des tarifs, et les choses deviennent plus raisonnables. D'un autre côté, les États-Unis exerceront une pression politique sur la situation en Europe. Il y a donc une voie qui est le noyau, la Chine, le Sud global, les grands pays du Sud global et certaines parties du Nord global qui avancent rapidement. Les États-Unis qui avancent lentement et l'Europe qui se retrouve un peu coincée et se bat au milieu. Et il n'est pas encore tout à fait clair quel sera le résultat. C'est ainsi que je vois la situation. Pensez-vous que le commerce mondial va globalement ralentir? Bien sûr, il ne va pas se contracter. Mais si les États-Unis poursuivent leur embargo contre la Chine, et si les négociations avec le reste du Sud global ne se passent pas bien, cela pourrait-il ralentir? Et si c'est le cas, alors ma question est la suivante. Il existe désormais cette idée selon laquelle la Chine devrait progressivement passer d'une économie basée sur l'exportation excédentaire à une augmentation de la consommation intérieure. Cela implique également une restructuration fondamentale du secteur financier, étant donné que le crédit bancaire va principalement aux entreprises publiques et beaucoup moins aux ménages.
Il y a donc des discussions à ce sujet. Pensez-vous que c'est un débat sain? Ou estimez-vous que la Chine devrait poursuivre sa stratégie de croissance tirée par les exportations, car il existe encore beaucoup de marge de manœuvre au niveau mondial et en termes de coûts de production dans les provinces de l'Ouest? Eh bien, il y a deux questions ici. Premièrement, que va-t-il se passer avec le commerce mondial? Et deuxièmement, que va-t-il arriver avec la Chine? Je vais donc traiter les deux. Tout d'abord, l'économie américaine va de toute façon ralentir cette année. Faisons un calcul rapide. Les calculs rapides sont souvent très utiles. Le taux de croissance moyen à long terme de l'économie américaine est de 2,1 ou 2,2%, selon que l'on prend une moyenne sur 10 ans ou sur 20 ans. Au cours des 2 dernières années, parce qu'elle se remettait du Covid, elle a connu une croissance supérieure à cela, 2,8-2,9%. Mais beaucoup d'articles impressionnistes sont écrits sur la rapidité de la croissance américaine. Il ne s'agit que du redressement normal du cycle économique. Donc ça va ralentir. Elle a cru, disons, 0,6% au-dessus de son taux de croissance moyen. Donc, cette année, la croissance sera probablement inférieure de 0,6% à son taux de croissance moyen, afin d'équilibrer les choses. Cela ramènerait le taux de croissance à environ 1,6%. Fait intéressant, la dernière prévision du FMI est de 1,8%, mais j'aurais estimé 1,6%, non pas en me basant sur le FMI, mais sur ces facteurs. Les droits de douane pourraient aggraver légèrement la situation. Il y a un débat aux États-Unis pour savoir s'il y aura une récession ou non. Peut-être qu'il y en aura une, peut-être pas. Ce n'est pas le plus important, mais l'économie va ralentir cette année, et cela aura des effets négatifs sur le commerce mondial, ce qui affectera tous les pays, y compris la Chine. L'économie mondiale va donc ralentir cette année, et en particulier les États-Unis. Nous verrons s'il s'agit d'une récession ou non. En ce qui concerne la Chine, il y a un débat confus à ce sujet, car la discussion se déroule comme si la demande ne concernait que la consommation. Mais ce n'est pas vrai d'un point de vue économique. La demande, c'est à la fois l'investissement et la consommation. Par conséquent, si la Chine veut réduire son excédent commercial, elle doit augmenter la demande intérieure. C'est exact. Mais elle n'est pas obligée d'augmenter nécessairement la consommation intérieure en pourcentage du PIB. Elle pourrait augmenter son investissement intérieur en pourcentage du PIB. Il y a donc un débat assez confus qui a lieu dans certains médias occidentaux à ce sujet. Que va-t-il se passer à ce propos? Je pense qu'il faut distinguer deux choses différentes. Évidemment, le ralentissement de l'économie américaine et les droits de douane auront certains effets négatifs. Par conséquent, je suis certain que la Chine prendra certaines mesures de relance au cours de cette année. Elle n'en a pas besoin immédiatement, car elle a déjà pris une série de mesures de relance au dernier trimestre. Le taux de croissance au premier trimestre est de 5,2%, ce qui est très satisfaisant. Son objectif est de 5%. Il n'y a donc rien à faire pour le moment. Mais je dirais que, selon moi, probablement d'ici la fin de l'année, ou dans la seconde moitié de l'année, elle devra sans doute prendre de nouvelles mesures de relance. À très court terme, les mesures de relance axées sur la consommation peuvent être très efficaces, car elles peuvent être mises en place rapidement. Il est relativement facile d'inciter les gens à dépenser de l'argent. En gros, il suffit de baisser les prix et les gens dépenseront. C'est l'expérience de cela. Mais la question stratégique à long terme pour la Chine est qu'elle s'est fixé un objectif de croissance très précis. Cet objectif est de doubler son PIB par habitant entre 2020 et 2035. Si cela se produit, bien sûr, elle surpassera largement les États-Unis, car cela signifie une croissance de 100% sur une période où l'économie américaine progressera probablement de 40%. Cela signifie qu'elle doit atteindre une croissance annuelle de 4,7%
entre 2020 et 2035. Jusqu'à présent, elle est légèrement en avance sur cet objectif. Elle croît d'environ 5% par an. Pour y parvenir, elle a besoin d'un niveau d'investissement à peu près équivalent à celui qu'elle a actuellement dans l'économie. Elle investit un peu plus de 40% de son PIB. Elle doit investir 8% de son PIB pour croître de 1%, ce qui est, soit dit en passant, très efficace selon les normes internationales. C'est un mythe de dire que l'investissement chinois est inefficace. Les États-Unis doivent investir 10% de leur PIB pour obtenir une croissance de 1%, alors que la Chine n'a besoin d'investir que 8%. En réalité, l'investissement chinois est donc plus efficace que celui des États-Unis. Mais justement parce qu'il est très efficace, il sera difficile d'en augmenter encore l'efficacité. Ainsi, pour atteindre son objectif de croissance de 5%, la Chine doit investir environ 40% de son PIB, un peu plus de 40%. Et je ne pense pas qu'elle va réduire ce niveau. Elle veut atteindre l'objectif de 5% de croissance. Il est donc possible qu'il y ait des mesures de relance de la consommation à court terme, mais cela ne transformera pas fondamentalement l'économie chinoise en une économie de type occidental, tirée par la consommation. Pourquoi le ferait-elle? Si elle adoptait la même structure économique que l'Occident, elle ne croîtrait qu'à 2% par an, et non à 5%. Je veux dire, c'est plutôt étrange, le type de discussion dans la presse internationale qui disent « Oh, regardez, l'économie chinoise ne ressemble pas à l'économie occidentale ». Ce qui est bien sûr vrai. Regardez la structure économique de la Chine pendant 5 minutes, et vous verrez qu'elle n'est pas comme celle d'une économie occidentale. Pourquoi? Parce que l'économie chinoise croît beaucoup plus vite. Elle croît à 5% par an, alors que les États-Unis croissent à 2% par an et l'Europe à 1% par an. Mais dans ce cas, le problème ne vient pas de la Chine, le problème vient de l'Occident. Je veux dire, laissez-moi faire une comparaison, parce que Goldman Sachs aime écrire ce genre de choses sur la différence de structure de la Chine. Imaginez que vous vouliez entrer dans une industrie et que vous demandiez conseil à Goldman Sachs. Allez examiner cette industrie et dites-nous ce que nous devrions faire. Et si Goldman Sachs revenait en disant « Écoutez, ce que nous avons découvert, c'est qu'une entreprise ici croît beaucoup plus vite que les autres. Par conséquent, il ne faut surtout pas s'inspirer de l'entreprise qui connaît la croissance la plus rapide. Il faut apprendre des autres. Celles qui réussissent moins bien, tout le monde rirait juste avant d'annuler le contrat avec Goldman Sachs. Bien sûr, l'économie chinoise a une structure différente de celle des économies occidentales parce qu'elle croît beaucoup plus vite. Mais le problème, c'est la croissance lente des économies occidentales, pas la croissance rapide de l'économie chinoise. Il n'y a donc aucune raison pour que la Chine change fondamentalement sa structure de croissance. Car si elle adopte la même structure que l'Occident, elle connaîtra la même croissance que l'Occident, c'est-à-dire environ 2% par an. Je m'attends donc à ce qu'il y ait probablement une certaine relance de la croissance à court terme, qui inclura sans doute la consommation, car cela permet un retour rapide. Mais la Chine ne va pas fondamentalement changer son modèle. Concernant la question de l'excédent, la dernière fois que la Chine a eu un important excédent, et il était bien plus élevé en proportion du PIB, elle a augmenté son niveau d'investissement. C'est pour cela que l'excédent commercial a diminué. Je ne m'attends pas à ce qu'elle augmente fortement ses échanges commerciaux. Je ne m'attends pas à ce qu'elle augmente fortement son niveau d'investissement. Il se situe autour de 40 à 42% du PIB, ce qui correspond à peu près à ce dont elle a besoin pour atteindre son objectif de doubler le PIB par habitant entre 2020 et 2035. Il n'y aura donc pas de changement fondamental dans son modèle, car il produit simplement des résultats plus satisfaisants que le modèle occidental.
Je voudrais simplement poser une question de suivi sur le point de l'investissement que vous avez évoqué. L'investissement, si je comprends bien, provient principalement des entreprises, qui épargnent beaucoup. C'est une économie à forte épargne, basée sur l'épargne des entreprises, et elles investissent beaucoup. Ensuite, il y a les entreprises publiques, qui utilisent les banques pour canaliser le crédit, et elles investissent également beaucoup. Bien sûr, vous dites qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter massivement l'investissement, car il est déjà élevé, à 40-42%. Mais ma question est la suivante. Plus tôt, vous avez dit qu'en cas de besoin, s'il y avait un ralentissement mondial, la Chine pourrait augmenter son investissement intérieur. Cela passerait-il principalement par des mesures de relance, ou pensez-vous que les entreprises augmenteraient aussi leurs investissements? Parce que je ne pense pas que cela arriverait. Et vous? Eh bien, il y a deux choses. Premièrement, la Chine dispose de mesures macroéconomiques anti-crise bien plus puissantes que n'importe quelle économie occidentale. Elle n'a pas de cycle économique. C'est justement ça le point. En Occident, il y a un cycle économique. On connaît des récessions, une croissance négative. La Chine ne connaît pas cela. L'économie va parfois un peu plus vite ou un peu plus lentement, mais il n'y a pas vraiment de cycle. La raison en est que le très vaste secteur public lui confère une capacité anti-crise significative. En gros, en Chine, un peu plus de 50% de l'investissement se fait dans le secteur privé et un peu moins de 50% dans le secteur public. Disons 50-50 pour simplifier. Cela signifie que, s'il y a un ralentissement, l'économie est contrôlée via le secteur public. Il y a une différence en Chine. La différence entre la Chine et l'ancien modèle soviétique, c'est que le modèle soviétique était ce que j'appellerais une économie administrée. Cela signifie que des dizaines de milliers de prix étaient contrôlés. Tous les moindres détails de l'économie étaient contrôlés. Il était, vous savez, illégal de vendre un crayon à un prix différent à Moscou et à Vladivostok, qui sont séparés par des milliers de kilomètres. Donc, c'était pas vraiment une planification globale. C'était une sorte d'économie administrée. La Chine, une fois qu'elle a introduit les réformes économiques en 1968 et l'économie de marché socialiste, n'a pas du tout fonctionné ainsi. Très très peu de prix sont contrôlés en Chine. Je ne sais même pas s'il y a encore des prix contrôlés en Chine. Il y en a certainement plus, un nombre significatif. Alors, comment contrôle-t-elle l'économie? Elle contrôle l'économie par le biais de l'investissement public, de l'investissement du secteur public. Autrement dit, si l'économie croît trop lentement, elle peut augmenter l'investissement du secteur public et l'économie croîtra plus rapidement. C'est ce qu'elle a fait lorsqu'elle a été confrontée à la crise financière internationale. Face à la crise financière internationale, elle a augmenté l'investissement public et par conséquent n'a pas ralenti. Si l'économie est en surchauffe, comme ça s'est produit par exemple en 2007, elle réduit alors le niveau d'investissement public pour refroidir l'économie. Il n'y a donc pas vraiment de distinction entre ce que font les entreprises publiques, ce que font les banques publiques et ce que fait le système dans son ensemble. Prenons un grand exemple. La réponse à la crise financière internationale. Que s'est-il passé là-bas? Aux États-Unis, face au grand ralentissement provoqué par la crise financière internationale, le président dit « Voulez-vous bien investir davantage ?» Et en gros, la réponse du secteur privé est « non », poliment. Voilà. Ce n'est pas ce qui se passe en Chine. En Chine, le gouvernement décide d'augmenter les investissements. Les banques reçoivent des quotas. Je veux dire, c'est pas volontaire. C'est ce qu'elles ont reçu en 2008. On leur attribue des quotas de prêts. Allez chercher des gens à qui prêter de l'argent. Et donc, l'économie accélère. Voilà un exemple très significatif. Je ne pense pas que nous allons assister à une crise de cette ampleur, mais nous pouvons voir ce qui s'est passé, par exemple, au dernier trimestre de l'année dernière.
L'économie a ralenti au cours des deuxième et troisième trimestres de l'année dernière. Par conséquent, ce que le gouvernement a fait au dernier trimestre a été de prendre certaines mesures de relance. Il a accordé des incitations aux gens pour remplacer leurs biens de consommation. On bénéficiait d'une réduction si l'on remplaçait sa voiture ou d'autres biens de consommation coûteux. Cela a stimulé le secteur de la consommation. Le gouvernement a également augmenté les investissements dans les infrastructures. Mais il s'agissait plutôt d'un ajustement. Ce n'était pas comparable aux mesures massives prises en 2008. En conséquence, l'économie s'est de nouveau accélérée et a atteint l'objectif de croissance de 5% pour l'année. Cette tendance s'est poursuivie au début de cette année. Le résultat pour le premier trimestre est une croissance de 5,2%. L'objectif pour l'année est de 5%. Donc nous avons commencé le premier trimestre au-dessus de l'objectif. Comme je l'ai dit, je pense qu'en raison des tarifs douaniers, j'imagine qu'au deuxième ou troisième trimestre, l'économie va ralentir à cause de l'effet négatif de ces tarifs. Et le gouvernement interviendra alors avec de nouvelles mesures de relance. Il n'en a pas besoin pour l'instant, car l'économie croît en réalité au-dessus de son objectif. Mais le fait est que tout son ensemble de mesures de relance, grâce à ses banques publiques et à un important secteur public, est bien plus puissant que dans n'importe quelle économie occidentale. C'est l'une des raisons pour lesquelles son taux de croissance à long terme est bien supérieur à celui de l'Occident, parce qu'elle ne connaît pas de récession. Elle est tout simplement beaucoup plus forte pour faire face aux crises, y compris qui proviennent des tarifs douaniers. Et cela tient à la structure de son économie. Je pense que je vais prendre un peu de recul ici et vous poser quelques questions, disons, dans le langage des économistes, des questions à long terme. Nous nous sommes plus ou moins concentrés sur les questions à court terme. Et je pense que vous êtes la meilleure personne à qui je puisse demander. Comment définiriez-vous, avec le recul, ce que la Chine a accompli au cours des 3 décennies de réformes? Je veux dire, ce n'est pas seulement 3 décennies, cela a commencé à la fin des années 1970, mais je voulais vous interroger sur les décennies les plus significatives à partir des années 1990. Qu'est-il arrivé à la Chine? Et je pose cette question parce que beaucoup de gens sont confus, y compris des personnes de gauche, qui disent « Oh, la Chine est devenue capitaliste » et ce genre de choses. Pouvez-vous partager votre idée sur ce qui s'est passé des années 1990? What happened from 1990s onwards? Eh bien oui. Ce qui s'est passé dans les années 90, c'est que les structures économiques initiées en 1968 ont été réellement mises en œuvre. N'oublions pas que la réforme de la Chine en 1968 s'appelle « réforme et ouverture ». L'ouverture s'est produite de manière massive dans les années 1990. J'y reviendrai. Il faut revenir en arrière et regarder ce qu'est la Chine. À mon avis, l'économie chinoise est bien plus proche de celle analysée par Marx que ne l'était l'économie soviétique. Si l'on regarde, encore une fois, soyons très littéraux et regardons ce que Marx a dit. Dans le manifeste du Parti communiste, il a dit que la classe ouvrière utiliserait son pouvoir politique pour retirer le capital, le contrôle de la production, des mains de la bourgeoisie progressivement. Notez-le, progressivement, pas d'un seul coup. Et deuxièmement, si l'on prend la critique du programme de Gotha, Marx est très clair sur le fait que les relations de marché, en particulier les relations de marché concernant le travail salarié, vont exister dans la première période du socialisme. Or, ce qui s'est passé en Union soviétique en 1929, qui a été pris comme modèle du socialisme, était quelque chose de différent. Le contrôle de la production n'a pas été instauré par décret en 1929.
Avec le premier plan quinquennal, pratiquement tout a été nationalisé. Je veux dire jusqu'à l'épicerie du coin et le salon de coiffure et ce genre de choses. À mon avis, cela était nécessaire, mais c'était nécessaire pour des raisons géopolitiques. C'était pas nécessaire pour des raisons économiques. C'est parce que l'Union soviétique croyait, à juste titre, qu'elle allait être attaquée militairement. Par conséquent, il fallait accorder une priorité totale au développement de l'industrie militaire. Et pour créer une industrie militaire, il fallait développer l'industrie lourde. Ainsi, tout devait être subordonné à la construction d'une industrie lourde militaire. Et après 1933, non seulement on savait qu'on allait être attaqué, avec l'arrivée de Hitler au pouvoir, on savait par qui on allait être attaqué. Et cette politique a été couronnée de succès. Comment savons-nous qu'elle a réussi? Elle a gagné la guerre. C'était une économie de guerre. Et elle a gagné la guerre. On peut donc dire que cela a été un succès. Mais cela a introduit des distorsions économiques, car, pour injecter des ressources dans l'industrie lourde, il fallait un contrôle total des prix. Il fallait la collectivisation totale de l'agriculture. Il fallait la nationalisation, plus ou moins de tout. Et ce n'était pas une prise de contrôle progressive de la production. Mais c'était correct, je suis d'accord avec cela. J'ai vécu en Russie pendant 8 ans, et tous mes amis russes disaient, et je suis d'accord avec eux, « Nous avons gagné la guerre, tout le reste n'est qu'un détail. » Cependant, après 1945, et surtout après que l'Union soviétique a obtenu l'arme nucléaire et a pu se défendre, un autre problème est apparu. Il ne s'agissait plus, dans ce cas, d'une période de 10 ans avant une attaque militaire. Il s'agissait de savoir comment s'engager dans une compétition économique de plusieurs décennies avec l'Occident et développer une économie. Et puis, les faiblesses qui ont été engendrées dans l'économie soviétique par l'extrême nationalisation de tout et l'administration de tout, etc., se sont transformées en faiblesses stratégiques. La différence résidait dans et ce qu'ils auraient dû faire, disons grosso modo, dans les années 1960, c'était d'introduire une réforme économique de type chinois. Je veux dire, si vous regardez comment je me suis impliqué en Chine, en fait, j'ai commencé. Ce n'était pas un intérêt pour la Chine, c'était une question de théorie économique et d'économie internationale. J'ai d'abord étudié l'économie soviétique en 1972. Et je pensais, du point de vue de la théorie économique, qu'elle commettait, même si à l'époque elle connaissait un certain succès, des erreurs fondamentales. Celle-ci allait à l'encontre de l'idée de Marx, selon laquelle le socialisme est la socialisation du travail. Il s'agissait de tenter de créer une économie autosuffisante qui se coupait de la socialisation internationale du travail. Tout a été nationalisé, essentiellement. Par conséquent, il ne s'agissait pas d'une socialisation organique de la production. C'était quelque chose imposé d'en haut, en particulier la collectivisation de l'agriculture. Maintenant, je ne veux pas prétendre être brillant ou quoi que ce soit. Je considérais simplement qu'il s'agissait d'observations théoriques. Et pour être honnête, j'y ai consacré environ 1% de mon temps de réflexion. Mais en 1978, la Chine a commencé à ouvrir son économie. Elle a décollectivisé l'agriculture. Donc, d'après ma compréhension théorique de l'économie, je pensais que cela devrait être très réussi. Et si cela n'avait pas très bien réussi, alors ma compréhension de la théorie économique était erronée. Donc, il aurait fallu que je change d'idée. Donc, dans tous les cas, il valait mieux que je commence à prêter attention à la situation. En 1981, il était clair que cela avait réussi, donc ce problème était résolu. Mais à cette époque, relativement, la Chine ne s'ouvrait pas encore. Il y avait beaucoup de réformes en cours. La grande ouverture a vraiment commencé dans les années 1990, et cela a été fait de manière très consciente. La question clé était la dévaluation de la monnaie,
car la Chine avait maintenu un taux de change élevé jusqu'au début des années 1990, ce qui signifiait que ses exportations ne pouvaient pas être énormes, etc. À partir des années 1990, une dévaluation consciente de la monnaie a eu lieu et l'énorme boom des exportations de la Chine a commencé. Autrement dit, l'ouverture n'était plus seulement un slogan. L'ouverture est devenue une véritable politique économique. Et cela a vraiment perduré jusqu'en 2007. Et je pense que c'était la bonne décision. À cette époque, l'économie mondiale se mondialisait. La Chine s'est adaptée au fait que, alors que l'Union soviétique dans les années 1930 avait été confrontée à une économie mondiale en désintégration, vous savez, c'était la période du protectionnisme, du Smoot-Hawley Act, de l'Empire britannique augmentant les droits de douane et tout ce genre de choses. Dans les années 1930, la Chine s'est adaptée à l'économie mondialisée. C'est cela que signifiait la partie ouverture de la réforme. Mais bien sûr, en 2007, une nouvelle crise a éclaté et l'économie américaine ne s'est pas remise de 2007. Le taux de croissance de l'économie américaine depuis 2007 est bien en dessous de sa moyenne historique. Et les États-Unis ont donc commencé à se détourner de la mondialisation. Trump en est l'expression la plus spectaculaire, notamment à travers ses annonces cette année. Mais ce n'est pas un processus qui a commencé à ce moment-là. Le processus a débuté plus tôt, en 2007. La crise de 2007 n'est que la 4e grande crise internationale aux États-Unis, la 4e grande crise économique historique dans le pays. Je ne vais pas revenir sur les 3 précédentes. L'une d'elles était évidemment la Grande Dépression. Voilà. Et donc les États-Unis se retirent désormais de la mondialisation. La question est donc de savoir si les États-Unis réussiront à désintégrer le système commercial mondial. Cela nous ramène à un point que nous avons abordé plus tôt. Les États-Unis vont-ils remplacer une forme de système commercial international multilatéral par un système unilatéralement contrôlé par eux-mêmes? Dans ces conditions, la Chine doit accorder plus d'importance à ce qu'elle appelle la sécurité. La Chine rapatrie ses chaînes d'approvisionnement à l'intérieur de ses frontières. Elle décide consciemment de donner la priorité à l'économie nationale. Elle ne se coupe pas du monde. Elle souhaiterait que la mondialisation se poursuive. Ce serait mieux pour tout le monde. Ce serait mieux pour la Chine. Mais elle doit se préparer au risque que les États-Unis parviennent à désintégrer le système mondialisé actuel. Par conséquent, la Chine procède actuellement. Ce n'est pas une fermeture. Techniquement parlant, cela signifie que la part du commerce extérieur dans l'économie chinoise diminue. Cela s'explique par 2 raisons. Premièrement, parce que la Chine est aujourd'hui une économie bien plus grande qu'elle ne l'était dans les années 1990. Et les très grandes économies ont une part plus faible de commerce extérieur dans leur économie. Donc, la part du commerce dans l'économie chinoise diminue. D'abord parce qu'elle est simplement devenue beaucoup plus grande, mais aussi parce qu'elle doit se prémunir contre les risques liés à ce qui se passe avec les États-Unis. Mais elle ne change pas son système fondamental. Le système domestique fondamental reste, à mon avis, conforme à Marx, c'est-à-dire que la partie la plus socialisée de l'économie, c'est-à-dire les très grandes entreprises, appartient à l'État. Je veux dire, d'où vient le mot socialisme? Il vient de socialiser. Ce que ça signifie, c'est que le grand secteur industriel devrait être socialisé. Mais vos petits commerces, vos entreprises moyennes et l'agriculture n'ont pas besoin d'être socialisés. Ce serait artificiel. Donc, l'économie chinoise a été si réussie parce que, à mon avis, et si vous lisez Marx, son économie est plus proche de Marx que ne l'était l'économie soviétique. Je ne critique pas l'économie soviétique des années 1930. Je pense qu'elle était nécessaire, mais elle l'était pour des raisons géopolitiques.
Cela a cependant été mal compris comme un modèle économique général par la gauche, et c'est simplement une erreur. C'est donc une question un peu compliquée à discuter, mais ce serait mon résumé de la situation. C'est vraiment intéressant d'écouter votre analyse de l'Union soviétique, et je ne suis absolument pas en désaccord. Je pensais constamment à la Chine maoïste, car il y avait cette autarcie. Elle n'était pas ouverte à l'économie internationale. Il y avait ensuite la menace constante du militarisme contre elle, ce qui impliquait les mêmes dynamiques. Une production industrielle en hausse, un large secteur poussé par la nécessité de renforcer rapidement son armée, et pas seulement la socialisation ou la nationalisation des principales institutions, mais aussi une élimination complète des marchés, suivie de la collectivisation. Donc je soupçonne que votre analyse de la Chine... Bien sûr, il y a des différences. Je veux dire, l'Union soviétique avait beaucoup moins de main-d'œuvre excédentaire. La Chine, elle, disposait d'une réserve beaucoup plus importante de main-d'œuvre excédentaire. Donc à l'échelle comparative, je pense qu'il faut prendre ces éléments en compte. Mais ma question est la suivante. Auriez-vous une analyse très similaire de la Chine entre 1949 et 1968? Oui, je pense qu'il y en a deux. La façon dont je le vois, la façon dont je l'exprimerai est la suivante. La Chine, sous la période de Mao, a créé un miracle social. Je veux dire, je suis très prudent. Lorsque j'ai écrit mon premier livre, qui a été publié en chinois, j'avais principalement étudié la Chine depuis 1968. Et je voulais revenir en arrière et examiner avec un esprit très ouvert la période de 1949 à 1968. Et en regardant cela, je n'étais pas tout à fait d'accord avec certaines évaluations faites en Chine. Il mettait beaucoup l'accent sur le fait que la période maoïste avait permis de poser les bases de l'industrie en Chine. Et c'est vrai. Je veux dire, vous savez, la Chine ne pouvait pas produire de camions lourds, la Chine ne pouvait pas produire de biens d'investissement, etc. en 1949. Je veux dire, en 1949, la Chine était presque le pays le plus pauvre du monde. Les données montrent que seuls 10 pays dans le monde avaient un PIB par habitant aussi bas. Donc, cela a effectivement jeté les bases de l'industrie, et je suis d'accord avec cela. Mais ce n'était pas la caractéristique la plus marquante de la période Mao. La croissance de la Chine était à peu près conforme ou très légèrement supérieure à la moyenne mondiale. Ce qui était incroyable pendant la période Mao, c'était l'amélioration sociale. Je suis absolument stupéfait parfois. Soins de santé, éducation, logement dans les zones urbaines. Oui, et le résultat? Oui, oui. Le résultat, je veux dire, le meilleur indicateur des conditions sociales globales est l'espérance de vie moyenne, car elle prend en compte tous les aspects positifs. Un bon système de santé, une bonne éducation, des revenus élevés, pas de pollution. Elle élimine les aspects négatifs, pauvreté, pollution, mauvais système de santé, etc., et produit un chiffre unique. C'est comme si le corps humain agissait comme un ordinateur. La situation est-elle bonne ou mauvaise? Et il vous renseigne sur sa vie. Eh bien, l'espérance de vie en Chine a augmenté de près de 30 ans pendant la période de Mao, en moins de 30 ans. C'est incroyable. Je veux dire, c'est la plus forte augmentation de l'espérance de vie dans un grand pays de toute l'histoire humaine. Et donc, nous savons ce qui a permis cela. Ce sont les médecins de village, les instituteurs de village, l'accent mis sur l'éducation primaire. C'est incroyable. Je veux dire, si l'on considère les périodes historiquement connues pour l'amélioration rapide des conditions sociales, il y a la Grande-Bretagne, dans la seconde moitié du XIXe siècle, après avoir surmonté les effets négatifs de la révolution industrielle, le Japon après la Seconde Guerre mondiale, mais la Chine dépasse toutes ces expériences. Sous Mao, l'espérance de vie a augmenté d'environ 30 ans par rapport au moment où il est arrivé au pouvoir. Maintenant,
Mettons de côté la question du fait qu'il a expulsé les troupes étrangères de Chine. Il a développé l'économie chinoise. Si quelqu'un vous permet de vivre 30 ans de plus, vous avez tendance à lui être très reconnaissant. Et c'était, selon moi, un miracle social durant la période maoïste. Si l'on regarde la politique économique, oui, elle reposait sur l'idée que la Chine allait être attaquée militairement. Par exemple, beaucoup d'industries ont été développées à l'intérieur des terres, là où c'était plus coûteux, parce que c'était plus sûr. Si la Chine était envahie, cela aurait été plus sûr. Et c'était l'estimation de la situation par Mao. Ensuite, une fois la réforme économique lancée en 1978, celle-ci était très explicitement fondée sur l'idée qu'il pensait qu'une période de plusieurs décennies de développement pacifique serait possible. Deng Xiaoping est très explicite. Il dit que la seule chose qui les amènerait à revenir sur la politique économique, c'est-à-dire la réforme et l'ouverture, serait la menace d'une guerre. Par conséquent, l'évaluation de la situation internationale par la Chine était correcte. Je veux dire, il ne s'agissait pas de dire qu'il n'y avait pas de crise ni de guerre régionale, mais la Chine n'a pas été confrontée à une attaque militaire directe. Et c'était une évaluation correcte de la situation, tout comme celle de l'Union soviétique dans les années 1930. Sa conclusion opposée, à savoir qu'elle allait être attaquée, était également une conclusion correcte. On ne peut pas prendre une décision économique indépendamment de ce que l'on considère comme étant les conditions géopolitiques, car cela conduit à des priorités différentes. Parce que la Chine était un pays en développement, dans des conditions de paix, elle a pu donner la priorité à une industrie légère, axée sur la consommation et à forte intensité de main-d'œuvre, qui pouvait croître très rapidement, car elle n'exigeait pas les investissements nécessaires à une industrie lourde, très capitalistique. S'il y avait eu une attaque militaire contre la Chine, eh bien, elle aurait été désespérément désarmée face à la situation, tout comme les distorsions de l'économie soviétique dans les années 1930, qui étaient des distorsions économiques, étaient justifiées par le fait qu'on injectait des ressources dans l'industrie militaire lourde. Il faut donc examiner la situation sous cet angle. Donc oui, en 1978, il y a eu un changement dans cette situation. Si vous regardez la situation actuelle, la Chine insiste toujours, pour reprendre ses propres termes, sur le fait que la tendance principale est à la paix. Elle ne s'oriente pas en partant du principe qu'il y aura une grande guerre entre elle et les États-Unis. Mais elle doit accorder plus d'importance à la question de la sécurité. Ainsi, elle investit davantage de ressources, par exemple, dans sa propre recherche et développement dans le domaine des semi-conducteurs. Elle sait qu'elle va être attaquée sur ce point. Les États-Unis l'attaquent sur les hautes technologies. La Chine doit donc y consacrer des ressources importantes, mais elle doit prendre davantage de précautions dans des conditions où elle estime que la tendance principale reste la paix. Voilà. Il y a donc des évaluations différentes de la situation internationale à l'époque de Mao et après 1978, et donc des priorités économiques différentes qui en découlent. Je vais conclure. Mais si je pouvais rapidement vous demander votre avis sur tout ce débat autour des inégalités en Chine, je pense qu'elles se manifestent principalement selon deux axes. Le premier est la division entre la côte et les provinces de l'Ouest. Les calculs varient, mais en gros, le revenu par habitant est 2 à 3 fois plus élevé entre ces deux moitiés. Le second concerne la fracture entre les zones rurales et urbaines. Bien sûr, il faut préciser que la population rurale chinoise a fortement diminué. Je crois que les derniers chiffres tournent autour de 17 à 18%, selon la façon dont on la définit, car il existe certaines ambiguïtés selon que l'on prenne en compte la sécurité sociale, etc. Mais il est également vrai que les zones rurales n'ont pas pu croître au même rythme que la Chine urbaine. Que pensez-vous des inquiétudes
concernant les inégalités en Chine. What are your thoughts about concerns around inequality in China? Eh bien, il y a deux choses. Premièrement, je ne pense pas qu'il ait été possible pour la Chine de croître de manière totalement égalitaire. Je veux dire, parce que les ressources d'investissement nécessaires pour industrialiser et développer un pays de la taille de la Chine rendent impossible de tout faire en même temps. Les ressources d'investissement requises seraient tout simplement trop importantes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la Chine a développé les zones économiques spéciales, par exemple. On ne peut pas, la Chine ne pouvait tout simplement pas développer des infrastructures modernes sur l'ensemble du pays en une seule fois. Ce serait tout simplement trop coûteux. Mais ce qu'on pouvait faire, c'était, dans certaines zones géographiques, installer des infrastructures de premier ordre. Et c'est ce que se peut insister dans les zones économiques spéciales. Et puis, ces zones économiques spéciales ont été très bénéfiques du point de vue des exportations. Elles ont été très efficaces pour la production, etc. Ainsi, les inégalités régionales en ont découlé. L'industrialisation et la croissance se sont faites là où c'était le plus rapide, ce qui a permis de faire avancer l'ensemble de l'économie. Mais aujourd'hui, on commence à observer la situation évoluer dans le sens inverse, à la fois en milieu rural et d'un point de vue géographique. Je veux dire que, si l'on regarde les dernières années, les revenus ruraux ont en réalité augmenté plus vite que les revenus urbains. C'est un élément clé du processus de revitalisation rurale. De plus, l'accent s'est nettement déplacé vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'intérieur de la Chine. Je veux dire, cette semaine j'étais à Chongqing, par exemple, qui est une grande, pour ceux qui ne savent pas où c'est une grande ville de l'intérieur du pays, très bien reliée à la mer par le fleuve Yangtze. Mais la mer est quand même à des milliers de kilomètres, n'est-ce pas? D'accord. Elle est utilisée comme un grand centre pour le développement de la fabrication. Je veux dire, Chongqing est probablement le plus grand producteur d'ordinateurs portables au monde. C'est probablement le plus grand producteur de voitures au monde. Et c'est une ville de l'intérieur. Et elle connaît actuellement le taux de croissance le plus rapide de Chine. Et encore une fois, Chongqing a été prise comme un modèle spécial. Il y a 3 villes en Chine qui sont directement sous l'autorité du gouvernement central: Pékin, Shanghai et Chongqing. Et Chongqing a été délibérément choisie aujourd'hui parce que c'est une ville de l'intérieur du pays et son important développement sert de pivot pour aider au développement des régions intérieures de la Chine. Mais encore une fois, même si l'on regarde la région de Chongqing, dans les zones rurales, le développement se fait actuellement plus rapidement. Les revenus ruraux augmentent plus vite que ceux des zones urbaines. Et cela vise précisément à répondre à la question des inégalités. Il y a quelques années, il y a environ une décennie, on a introduit le concept de prospérité commune. Cela revenait essentiellement à dire que, vous savez, les choses étaient devenues, vous savez, nous n'étions pas favorables à ce que des gens roulent en Ferrari et tout ce genre de choses. Ce n'était pas cela, le socialisme. L'inégalité était devenue un peu excessive, c'est la vérité. C'est pourquoi est née la notion de prospérité commune, selon laquelle tout le monde devait s'améliorer et il fallait réduire les inégalités. Cela s'est ensuite particulièrement développé dans la revitalisation rurale. Une chose est très claire, c'est le rôle du PCC dans ce processus, car il est directement dirigé par le parti. Il y a eu de très bons exemples à Chongqing. Le secrétaire local du parti du PCC, son travail consiste à aller chercher une meilleure variété de graines de moutarde afin d'aider les villages à augmenter leurs revenus, etc. Ces problèmes sont en train d'être surmontés, mais il faut aussi replacer cela dans un contexte général. La Chine a connu la plus grande amélioration en matière de réduction de la pauvreté de tous les pays du monde.
plus de 850 millions de personnes sont sorties de la pauvreté selon les critères de la Banque mondiale. Cela n'a été possible que grâce à une croissance économique rapide. Ensuite, elle a éliminé les 50 derniers millions grâce à des programmes très ciblés. Dans certains cas, il a fallu déplacer des villages entiers, car il était trop coûteux d'apporter des infrastructures dans des endroits extrêmement isolés. Donc, ils ont relocalisé des villages et ce genre de choses. Aujourd'hui, la situation en Chine, en particulier en ce qui concerne les régions, est très axée sur le développement du pays, de manière beaucoup plus équitable. C'est une politique très délibérée du gouvernement. Et comme l'indique la croissance des revenus ruraux plus rapide que celle des revenus urbains, cela rencontre un succès considérable. My final question, John. Ma dernière question, John. On parle beaucoup de main-d'œuvre bon marché, ce qui est tout simplement, pardon l'expression, des conneries. Car les salaires réels ont fortement augmenté selon tous les indicateurs que j'ai pu voir concernant la Chine. Donc je ne vais même pas vous interroger là-dessus. Peut-être pouvez-vous dire un mot sur ce récit. Mais ce que je veux vraiment vous demander, c'est ceci. Il y a des gens, à gauche, qui affirment que le pouvoir politique de la classe ouvrière en Chine a décliné pendant les années de forte croissance. Et ils disent que c'est précisément parce que la Chine s'est appuyée sur des mécanismes de marché. Pensez-vous qu'il soit juste d'affirmer que le pouvoir politique de la classe ouvrière a décliné? Et pensez-vous que ce soit même une question pertinente, étant donné qu'il s'agit d'un miracle économique durant ces années? Oh, c'est une question très étrange. Parce que, je veux dire, l'histoire des revenus est complètement à l'opposé de la réalité. La Chine connaît de loin la croissance la plus rapide des salaires réels au monde. Si l'on regarde l'étude de l'Organisation internationale du travail, si ma mémoire est bonne, c'est presque 2 fois plus rapide que dans n'importe quel autre pays du monde. Donc, c'est une situation très particulière où la classe ouvrière est censée perdre du pouvoir, alors que ses salaires augmentent de façon incroyablement rapide, non? C'est absolument absurde. Ce qui se passe actuellement en Chine, c'est avant tout une énorme progression dans l'éradication de la pauvreté. D'accord, nous savons qu'une grande partie de la pauvreté se trouvait dans les zones rurales. Donc ce n'était pas, nous devrions probablement dire, qu'il s'agit d'une amélioration de la situation à la fois des ouvriers et des paysans, car de nombreux paysans ont tiré profit de cette situation. Mais c'est l'avancement rapide des ouvriers et des paysans. Et du point de vue des salaires, c'est la croissance la plus rapide au monde. De plus, à l'heure actuelle, on observe une grande expansion du système de santé, et ainsi de suite. Ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe, il faut aussi être très clair sur ce qui est produit actuellement en Chine. Je veux dire, il s'agit d'une classe ouvrière beaucoup plus sophistiquée en termes d'éducation, etc., que partout ailleurs dans le monde. C'est très important. Vous savez, Marx ne définissait pas les travailleurs comme ceux qui se salissent les mains. Je veux dire, beaucoup de personnes qui se salissent les mains sont des travailleurs, mais il s'agit de ceux qui vendent leur force de travail. Et bien sûr, il y a maintenant de vastes pans de la population qui sont considérés en Chine comme des héros nationaux. Qu'en est-il des personnes chez Huawei qui ont permis l'incroyable redressement de l'entreprise? Les Américains ont essayé d'anéantir la branche téléphonie mobile de Huawei. Elle a été reconstruite en remplaçant les puces américaines en 3 à 4 ans. Qui a fait cela? Ce sont les travailleurs qui l'ont fait. De plus, son système d'exploitation. Le système d'exploitation Harmony concurrence Windows et Mac. Oui, exactement. Ils ont détruit, enfin, les Américains, en privant Huawei d'Android d'un seul coup, ont anéanti l'activité de téléphonie mobile de Huawei.
Elle a été complètement détruite. Il a fallu 3 ans pour la reconstruire. Qui a fait ça? Ce sont les travailleurs qui l'ont fait. Prenons un autre exemple. DeepSeek. Je veux dire DeepSeek, vous savez, c'est l'IA qui a eu un effet dévastateur. Elle a fait perdre à Nvidia 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière en 3 jours. Et cela a ébranlé tout le système de l'IA, parce que l'Amérique croyait qu'elle allait conserver un leadership absolu et incontesté dans le domaine de l'IA. Et la Chine, au contraire, est arrivée et a produit quelque chose d'aussi performant que ChatGPT, mais qui ne coûte que 10% du prix. Cela bouleverse toute l'économie mondiale. D'accord, qui sont-ils? Ce sont certainement des travailleurs hautement qualifiés. Mais c'est pour cela qu'ils sont des travailleurs. Ce ne sont pas des capitalistes, ni des milliardaires. Ce sont les personnes qui produisent tout cela. Ainsi, la classe ouvrière en Chine comprend aujourd'hui à la fois beaucoup de personnes qui continuent de se salir les mains et aussi des personnes qui comptent parmi les travailleurs technologiques les plus avancés au monde. Voilà la force de la classe ouvrière. Il faut être sérieux. Je veux dire, je ne sais pas, mais qu'était Einstein? Einstein était un travailleur hautement qualifié. C'était sa véritable définition sociale. Il a travaillé toute sa vie pour un salaire. Et par conséquent, il faut comprendre que la Chine est en train de créer l'une des sociétés technologiques les plus avancées au monde, et elle s'appuie sur ce qu'est la classe ouvrière dans ce contexte. C'est cela qui permet cette avancée. C'est un triomphe absolu. Je veux dire, ces personnes, les travailleurs de Huawei ou ceux de DeepSeek, sont considérés comme des héros nationaux. Et ils sont tout à fait, à juste titre, considérés comme des héros nationaux parce qu'ils ont prouvé leur valeur. Si l'on remonte à l'époque des arrière-grands-parents ou des arrière-arrière-grands-parents, ce que la renaissance nationale de la Chine exigeait alors, c'était de sortir et de combattre les Japonais. On partait à la campagne, on prenait son fusil et on courait un risque énorme d'être tué. Cette situation, je veux dire, des dizaines de millions de personnes ont été tuées. C'est ce que votre pays attendait de vous à cette époque. Aujourd'hui, ce qu'il attend de vous, c'est d'aller obtenir un doctorat en ingénierie ou en mathématiques, d'aller développer votre technologie, ou, comme vous l'avez dit de façon encore plus humoristique, certains disent qu'il faut stimuler la consommation. Ce dont le pays a vraiment besoin aujourd'hui, c'est que vous partiez en vacances. Allez séjourner à l'hôtel. Allez dépenser un peu d'argent. Il y a donc une blague sur la facilité de notre situation comparée à celle des personnes qui ont dû se battre pour le développement national dans le passé. Mais, vous savez, il n'y a pas de raison de tomber dans le romantisme. Il faut faire ce que votre pays exige de vous à son stade actuel de développement. Ils peuvent être très heureux que la meilleure façon de servir leur pays soit de devenir un travailleur hautement qualifié. Et ils n'ont pas à sortir avec un fusil pour combattre les Japonais, n'est-ce pas? C'est le grand progrès du pays. Mais c'est un accomplissement réalisé par la classe ouvrière en Chine, et elle en récolte les bénéfices. Et ce ne sont que des absurdités gauchistes. Si le capitalisme, soyons sérieux, si le capitalisme était capable de produire, pendant 40 ou 50 ans, une augmentation du niveau de vie et des salaires, ce que la Chine a réalisé, 4 ou 5% par an, alors le capitalisme reste un système progressiste. Le socialisme serait une utopie. Il n'est pas capable de faire cela. Par conséquent, tout le monde devrait s'inspirer de l'exemple de ce qui se passe en Chine. Je veux dire, la Chine en 1949 était presque le pays le plus pauvre du monde. Et maintenant, dans quelques années, elle deviendra une économie à revenus élevés. Cela en 70 ans. Ce que le monde devrait souhaiter, c'est que l'ensemble du reste du monde connaisse le même succès que la Chine. Je veux dire, le nombre de personnes vivant dans des économies à revenus élevés représente 16% de la population mondiale.
La Chine, c'est 18% de la population mondiale. Lorsqu'elle deviendra une économie à revenus élevés, selon les critères de la Banque mondiale, ce qui arrivera dans quelques années, elle va plus que doubler le nombre de personnes vivant dans des économies à revenus élevés dans le monde. C'est un accomplissement incroyable. Mon Dieu, quel exploit pour le socialisme, n'est-ce pas? Mais les 2/3 de la population mondiale n'y seront toujours pas parvenus. Cela signifie que l'étape suivante, la Chine est le grand pas qui peut être franchi maintenant. Mais ensuite, ce qui doit arriver, c'est que le reste des 2/3 du monde atteigne le même niveau que la Chine. Et alors, beaucoup des problèmes du monde seront résolus. C'est ce que la gauche devrait comprendre. Quel progrès extraordinaire pour l'humanité. Et cela montre que le socialisme fonctionne. C'est la leçon que les gens devraient tirer de la Chine. Nous allons nous arrêter là, John. La Chine est un endroit tellement passionnant pour réfléchir à tout. Mais bien sûr, tu penses beaucoup à l'économie, et moi aussi. Donc mes questions n'en finissent jamais. Mais il faut qu'on s'arrête. Je dois respecter ton temps et celui de mes téléspectateurs. Mais ce fut un privilège et un plaisir incroyable, et je pense que ce n'est que le début de futures collaborations avec toi. Merci beaucoup. Je l'espère vraiment. Merci. Merci. John, bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Along with Jyotishman, have started this platform. The last 2 years, we have tried to build content for Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.